Oui, ben, d'accord. Bon, le réveil est toujours personnel, parce que autrement, mais le réveil, c'est fait normalement par l'exemple, c'est fait par la reconnaissance, par l'empathie. Parfois, ça se fait par reconnaissance. Donc, ce n'est pas technique, hein, je veux dire. Technique. Alors. Il faut que je clarifie les choses. Je ne suis pas en train de dire que la seule solution possible, c'est que quelqu'un se réveille, on sort de Matrix, bien que ce soit fondamental. Je dis que c'est un tout, hein, parce que par exemple, autre question, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons carrément de forces qui détiennent un pouvoir, hein, ou qui administrent un pouvoir plutôt, parce que très souvent, ils administrent un pouvoir. Les forces qui administrent un pouvoir sont quand même unies entre elles, ou même les adversaires entre eux, mais ceux qui sont ensemble sont unis entre eux. Ils ont des moyens évidemment, mais ils ont une stratégie, ils ont un état-major, ils ont une logique, comment dirais-je, comme d'État, donc logique politico-militaire comme d'un État. Tout le reste de la planète n'a pas ça. Donc il nous reste simplement le constat de la situation, la possibilité de faire une contestation quelconque, et évidemment on n'arrive nulle part, parce que si on n'est pas en mesure de maîtriser nos capacités de réduction des nuisances par rapport à la situation qu'il y a, et si on n'a pas, nous ne sommes pas en mesure de créer un état-major, de créer une stratégie et d'aller dans le concret, dans les éléments, ce qu'on va faire, on va simplement passer notre temps à protester, comme arrive très souvent dans un café de football dans lequel on dit le penalty n'y avait pas, les arbitres sont vendus, etc., mais on n'arrive pas nulle part. Michel a fait l'exemple du fait le CRS s'équitte, ou je ne sais pas, la foule, la défense, il va où? Pour faire quoi? Je m'en souviens que quand le Fonds monétaire international a littéralement réduit les Argentins à la fin, alors qu'il y avait les élevages de vaches plus riches du monde et ils mouraient de faim, quand les Argentins sont descendus dans la rue, il y avait pratiquement la révolution, ils étaient armés avec fusils à pompe, tout ceci, ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils voulaient tirer, mais ils ne savaient pas sur qui. Et même s'ils avaient su sur qui, pour faire quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que plutôt que prendre un pouvoir, qui on ne sait même pas où il est, enfin, où est tellement haut ou tellement fort, il faut créer un pouvoir. Donc, il faut travailler dans le sens de l'autonomie, de l'autosuffisance, de l'exemple qui peut être donné. Donc, ça peut s'élargir même à tâche d'huile, mais c'est fondamental, c'est fondamental la conscience. La conscience signifie qui je suis, de quoi j'ai réellement besoin, de quoi je n'ai pas nécessairement besoin, et dans quelle manière je me bats pour mon peuple, qui sont mes adversaires, quelle est la force, quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les objectifs que je peux atteindre et ceux que je ne peux pas atteindre, etc., etc., etc. Donc, d'une certaine manière, il faudrait... Bon, moi, je suis de toute autre logique, et je pense que souvent, il y a une... comment dire, il y a une presque oui, une prise de nez par certaines presses, par certains idéologues, par exemple, mais si on lit Lénine, par exemple, il dit des choses qui sont très 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 bêtes, mais sont très banales, mais effectivement sont très bêtes, sont très banales, mais on peut les comprendre.
Donc c'est peut-être utile de le dire, de le savoir. Alors, par exemple, avec un minimum de logique léniniste, parfois, on évite de tomber dans des pièges absurdes pour crier contre la Lune pour rien faire, mais il faut quand même ne pas tomber dans des pièges, mais aussi bâtir des choses. Alors, voilà, je pense qu'il faut partir par là, par une conscience qui est à la fois technique, qui est à la fois, j'utilise à nouveau les guillemets parce que je ne veux pas être mal interprété, politico-militaire, qui ne veut pas dire la lutte armée du tout, ça veut dire la logique dans l'état-major, et qui soit quand même fondamentalement philosophique et métaphysique, de manière de ne pas être complètement atteint, parce qu'aujourd'hui on vit quand même tous dans un état global d'hypnose, on est toujours ailleurs. On est toujours connecté, donc on est toujours ailleurs. On est toujours dans un présent qui est absent. Il n'y a ni le passé ni le futur. Alors, en fait, d'abord, je vais lâchement botter en touche. Je ne peux pas répondre à votre question de façon simple en vous disant, voilà, ça va se passer de telle manière et à tel rythme. Si vous voulez, la mise en défaut, on va dire, de l'État français, ça fait penser à un type de phénomène qui est décrit par les physiciens comme le système dissipatif. Qu'est-ce que c'est un système dissipatif? C'est un système dont la dynamique provient du fait qu'il libère progressivement une énergie qui était accumulée en lui. Et le paradoxe des systèmes dissipatifs, la plupart d'entre eux, je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas l'information de base, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que on sait qu'à la fin, le système dissipatif ira vers un certain état. Et donc on est capable de prédire ce qui va être, par exemple, dans 1 heure ou dans 2 heures, quand il aura fini de dissiper son énergie. Alors en l'occurrence, après je vais dire ce qui est dissipé dans le système actuel, mais pour l'instant j'essaye de finir ma parabole, j'ai du mal, vous comprenez, c'est bon. Donc on sait ce que sera le système, par exemple, dans 1 heure, dans 2 heures, mais on ne sait pas ce qui sera dans 1 minute. Bon. Parce que c'est comme ça, c'est la particularité de ce type de système dit dissipatif. Bon. Là, la mise en défaut de l'État français, donc on peut faire un parallèle avec ces systèmes physiques dissipatifs. En fait, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire progressivement, c'est qu'on est en train de cannibaliser la base de l'économie française réelle pour financer la prolongation d'un système dont la rentabilité est négative. Donc on sait que ça va se terminer à un moment, mais c'est très difficile de savoir à quel rythme et comment. Ça dépend des décisions qui seront prises. En fait, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, si vous voulez, sous l'angle de l'analyse des systèmes fédérateurs? Vous avez un système fédérateur qui s'appelle la République française. Ce système fédérateur ne repose en pratique plus que sur sa capacité de redistribution. Il achète l'adhésion de ses composantes, et en particulier de ses composantes les plus petites, c'est-à-dire les individus, en leur redistribuant plus statistiquement que ce que les individus amènent. Donc c'est absurde. Ça c'est... Enfin, globalement, bien sûr, il y a des individus qui apportent plus que ce que eux ils en retirent. Mais au final, le système repose là-dessus. L'adhésion au système repose là-dessus. Bon, c'est caractéristique en fait des systèmes fédérateurs, si vous voulez, qui ont été progressivement vidés de leur substance, de leur énergie, qui ne sont plus capables de fabriquer du sens et qui sont rattrapés par la loi des rendements décroissants. Donc on cannibalise le fondement réel pour financer la prolongation du système fédérateur. Alors maintenant, je vais quand même essayer de faire quelques prévisions sur ce qui peut se passer, après vous avoir expliqué que donc tout ça, c'est la dynamique générale, et après ça dépend des décisions qui seront prises ou qui ne seront pas prises. Alors, à mon avis, là actuellement, le gouvernement de la République française, son problème, c'est d'éviter que le spread de la dette française explose dans les 3 mois qui viennent.
C'est-à-dire que vous avez des gens qui croient, semble-t-il, encore qu'on a un gouvernement qui est en situation de faire des choix macroéconomiques lourds, de faire des choix géostratégiques indépendants. Mais en fait, si on veut se ramener à une époque antérieure, on n'est pas devant un gouvernement type le général de Gaulle dans les années 60 qui pouvait penser une stratégie quand même à relativement long terme. On est devant un gouvernement type la République française de 32-33, à l'époque où le gouvernement allait mendier la prochaine avance de trésorerie chez Lazare Frères. C'est la raison de fond pour laquelle à l'époque le gouvernement de la République française ne pouvait plus prendre de décision, n'était plus en situation par exemple de s'opposer à la montée en puissance de l'Allemagne nazie. Ça s'est fait comme ça, hein. L'origine de l'incapacité française à arrêter Hitler, c'est que tout simplement on avait un gouvernement qui était pris en otage par des contraintes financières de court terme. Là aujourd'hui, à mon avis, on en est là. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est un pays à souveraineté inexistante, en fait, fausse souveraineté. Bon. Alors, ils vont chercher donc régulièrement des moyens de financement. Je pense que tant qu'on a le Parti socialiste au pouvoir, ils essaieront de préserver leur clientèle. Il semble que la stratégie vers laquelle ils s'orientent soit bien la stratégie Terra Nova. Donc en substance, sachant qu'ils ont probablement définitivement perdu les classes populaires en tant qu'elles se pensent comme des classes populaires, hein, bon, et qu'ils ont probablement aussi beaucoup de mal à l'avenir à garder les classes moyennes inférieures, donc ils vont essayer de s'appuyer sur les minorités. Donc à mon avis, bon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas remettre en cause directement les outils de la redistribution. Par contre, ils vont essayer de les organiser de façon à avantager leur clientèle. Je pense qu'on a un gouvernement qui en est là. Peut-être je me trompe, hein. Oui, vous voulez dire quelque chose? À quel moment, tout simplement, à quel moment ils tiendront-ils leur deux en France? Avant 2017 ou après? Je vais vous faire un aveu, ma boule de cristal est cassée. Non mais, je veux dire, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas prédire l'avenir parce que tout simplement, le hasard existe déjà. Bon, vous avez des gens qui disent qu'on est devant une situation insurrectionnelle en France et que le pouvoir va perdre le contrôle. Je veux dire, ces gens-là perdent un peu de vue les ordres de grandeur. La réalité, c'est que pour que dans un pays vous puissiez avoir une déstabilisation complète de l'appareil d'État, d'abord il faut qu'une fraction significative de l'appareil d'État soit complice. Bon. Ensuite, il faut qu'il y ait une force qui soit capable de substituer une machine d'État à une autre machine d'État. Hein. Lire Lénine, l'État et la Révolution, bon, il avait raison, je veux dire, sous des formes très diverses, toutes les révolutions finalement se conforment à ce schéma. Il faut qu'il y ait un soutien étranger et des forces à l'étranger qui soient importantes et qui soutiennent un mouvement qui va aller dans ce sens-là, qui va renverser la machine d'État existante. Voilà, c'est un fait, hein, en général. Il faut encore qu'il y ait une masse d'émeutiers, en quelque sorte, qui soient proches des lieux de pouvoir, qui soient importantes et qui soient encadrables et manipulables, et qui puissent être pilotées et utilisées par une minorité agissante une avant-garde, si vous voulez, qui va opérer ce qu'on appelle des manœuvres invisibles. Enfin, il y a tout un mécanisme qui permet de rendre ce genre de choses possible. La révolte des bonnets rouges en Bretagne, c'est pas du tout dans ça. Enfin, c'est comme si vous me demandiez si une équipe de division d'honneur va prendre le Barça demain matin, si vous voulez. Pardon ? Ça peut arriver une fois, c'est vrai. C'est pour ça que l'avenir est jamais prévisible, c'est-à-dire effectivement. Mais pas jamais, je peux jamais gagner à championnat. Voilà. Donc bon, non, ce qui est très probable effectivement, c'est qu'on a un gouvernement qui va finir par avoir de vrais ennuis. Ça c'est clair. Moi, je pense que ce qui va déclencher le déblocage en quelque sorte de la situation bloquée qu'il y a en France, c'est probablement que à un moment ou à un autre, le spread de la dette française va exploser, à la suite, vraisemblablement,
d'un début d'explosion sociale. Mais ça ne débouchera pas sur une révolution et sur une perte du contrôle. Non. Par contre, ça va déboucher effectivement à ce moment-là sur une réorganisation politique, sur un système qui va se redéployer. Et comment exactement se fera le redéploiement, je ne sais pas. Mais honnêtement, je ne vois pas du tout les forces qui sont en train de se mettre en place en France actuellement capables d'entrer vraiment dans une dynamique révolutionnaire, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'aimerais bien pouvoir dire le contraire, hein. Je veux dire, je ne formule pas un souhait. Quand je dis que je pense que la situation en France ne permet pas à ce stade de s'attendre à, entre guillemets, à une révolution, honnêtement, moi je souhaiterais qu'il y ait une révolution, parce que tout simplement, les gens qui dirigent ce pays, à mon avis, prennent les mauvaises décisions. Et c'est dramatique pour nous, et c'est d'ailleurs dramatique aussi pour pas mal de gens dans le monde, parce que la France a un poids réel dans le monde quand même. Mais j'y peux rien, quoi. Je vois pas les bonnets rouges attaquer un système global et une architecture globale dans leur totalité, quoi. Alors pour vous, quelle est la différence entre l'explosion sociale et la révolution? Si vous voulez, la révolution, c'est la substitution d'une machine d'État à une autre pour fondamentalement arriver à déployer une politique qui est vraiment différente. Une explosion sociale, c'est simplement un collapsus momentané à la faveur duquel les instruments de la domination vont être redéployés, vont être recalibrés. Peut-être Gabriel. Oui, merci. Je voulais dire des choses qui intègrent d'une certaine manière ceci. Je crois que quand on a l'imaginaire prévolutionnaire, on se bat aujourd'hui, quand on imagine que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire, il y a beaucoup d'équivoques, au moins 3 équivoques de fond. Le premier équivoque, c'est qu'on pense que le système est faible. Le système n'a jamais été aussi fort depuis sa naissance. L'État-nation est faible, d'accord. La société est en train de coudre, d'accord. On est face à la paupérisation, d'accord. Mais tout ceci n'est pas la faiblesse du système, ceci est la force du système, qui n'a jamais eu autant de pouvoir, surtout psychologique, sans compter économique, énergétique, etc. Pourquoi? Parce que, pour des raisons qui vont ensemble, l'intérêt spéculatif, l'intérêt global et l'idéologie communiste dont j'avais parlé auparavant, qui déteste l'État, qui détestent les classes moyennes, qui détestent la propriété, qui détestent l'épargne et tout le reste, le fait d'aller créer une société, enfin le fait de découdre une société rentre carrément dans la logique. Il y a, je cite de temps en temps un article paru il y a 4 ans aux États-Unis dans le journal des multinationales, dans lequel il expliquait pour créer l'avenir, il faut détruire toute religion, il faut détruire toute tradition, il faut créer le chaos social et importer le malheur. Bon. Donc tout ceci est fait. Tout ceci est fait d'une manière voulue. Et tout ceci vient aussi d'une manière involue, ce qui est encore pire, parce que ça va carrément dans un certain sens. Donc, premier élément, je trouve que le système qui n'est pas Hollande, c'est comment on dit ici, voilà, c'est les laquais du tour, comme tout le monde, comme tous les administrateurs aujourd'hui. Les systèmes pour moi, n'a aucun problème, au contraire. Deuxième élément sur lequel on se trompe, d'après moi, très souvent, c'est de se dire que la classe dirigeante est faite par des incapables, ce qui est vrai, mais la classe dirigeante n'est pas la classe dirigeante politique. Donc les autres ne sont pas incapables, ceux qui gèrent sont très capables, mais vous ne les voyez pas. Et d'un côté, et donc le système est en train de s'effondrer parce qu'ils sont incapables, ou bien
ou bien qu'il y a quand même un complot qui vient toujours de l'étranger. Donc très souvent c'est Bruxelles, donc très souvent, autre élément, il faut sortir de Bruxelles, parce que si on sort de Bruxelles, si on sort de Bruxelles, alors que ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas que Bruxelles, Bruxelles c'est ici, comme ici c'est Bruxelles, c'est tout à fait autre chose. Troisième élément, c'est qu'on imagine qu'il y a un peuple trahi. Le peuple est trahi, forcément, depuis toujours, mais qui n'a aucune conscience d'être trahi. Le peuple est bien content de dire celui-là est une ordure, celui-là est un merdier, il faut changer les types, il faut changer l'autre, mais en fait, dans tout élément de tous les jours, avec son imaginaire, non seulement il est complice, mais il a la classe politique et qui mérite, parce qu'il s'y retrouve pleinement. Donc, en considérant ceci, je pense que faire face à tout ce qui nous écrase, c'est une question de long élan et de longue durée. Si on s'attend qu'à l'improviste, cet élément ou cet élément de crise permettra un écroulement, j'y crois pas du tout. Et je répète, je crois tellement pas du tout qu'on voit le drapeau de l'Union européenne à l'est et on voit les attaques à l'Union européenne à l'ouest. Donc on voit qu'il est très facile de mettre les gens sur la route qu'on veut. Donc on sont bien loin de non seulement une situation révolutionnaire, ils sont bien loin d'une situation positive, je trouve. Oui, ben enfin bon, là on peut faire, je peux faire une liste, mais ça ne servira à rien. En fait, le problème, je pense que c'est, là je crois que ça se, d'une certaine manière, là je suis très anarchiste, ou bien très anarque. Je pense que c'est vraiment, c'est refaire tout seul, parce que le problème c'est que effectivement, il y a eu des piliers qui ont complètement sauté. Alors, d'un côté, à niveau communicationnel, depuis toujours, vous êtes tous connectés avec un imaginaire ailleurs qui est dedans, etc., etc. La lecture, évidemment, est de moins en moins effectuée. Il y a quand même, surtout, vous êtes tous nés dans des familles qui ne sont plus des familles. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, pour moi, la solution est Capitaine Albator. Hein. Je commencerai par là. En fait, bon, je parle sous le contrôle de Gabriele Adinolfi, parce que moi là je dis ce que j'ai lu dans les bouquins, lui il l'a vécu dans la vraie vie, donc c'est probablement lui qui en sait le plus. Mais qu'est-ce que c'est une stratégie de l'attention? C'est pas simplement une stratégie qui se trouve induire une augmentation de l'attention. C'est une stratégie qui a pour finalité intermédiaire en quelque sorte de créer de l'attention de façon ensuite à pouvoir opérer un certain nombre de manœuvres qui ne seraient pas possibles, ou en tout cas qui seraient très difficiles d'opérer si le niveau de tension n'avait pas été élevé. D'accord ? Bon, un exemple typique de ça, c'est... bon là en Grèce, en ce moment, il y a un dangereux terroriste d'extrême gauche qui a été remis en liberté le temps d'avoir une petite permission, et il n'est pas revenu à la prison. Bon, le méchant. Donc du coup, les policiers sont en train de faire des contrôles partout. Bon. Alors, évidemment, comme toujours, c'est organisé de telle sorte que ça peut ne pas avoir été planifié. On s'arrange toujours pour l'organiser de façon que ça ne soit pas planifié. Je veux dire, ce genre de stratégie n'est pas déployé à partir d'un agenda qui serait public et selon des procédures qui sont transparentes. On est souvent dans la pénombre, voilà, on ne dit pas les choses clairement. On s'arrange pour créer le contexte qui va faire qu'on obtiendra le résultat qu'on veut. Et donc voilà, on a des policiers qui sont à Athènes, qui sont en train de contrôler tout le monde parce qu'il y a ce méchant terroriste dans le circuit. Formidable. On a pu justifier simplement la mise en place d'un état policier par le fait qu'on a dit qu'il y avait un méchant terroriste dans le circuit.
force est de constater qu'il y a quelques décennies, il fallait quand même que le méchant terroriste tue d'abord quelqu'un pour qu'on puisse le dire ensuite. Apparemment, maintenant, c'est même plus nécessaire, quoi. Bon. On peut l'espérer, voilà. Bon, alors, bon, quand j'ai parlé tout à l'heure de féminisation, il faut s'entendre sur le sens des mots. Bon, en fait, le système dans lequel on vit actuellement fait une véritable guerre aux femmes, à l'image de la féminité. Bon. Mais en même temps, d'une certaine façon, il cherche à féminiser parce qu'il cherche à universaliser un type humain, il faut bien le dire, qui est le type humain de la petite bourgeoise froussarde. Très centrée sur son intériorité, très centrée sur son petit confort personnel, et très peu capable tout simplement de se confronter à quelque chose de dur, à quelque chose qui va remettre en cause son intégrité personnelle. Alors je précise, encore une fois, je ne voudrais pas passer pour un misogyne, pas du tout. Il se trouve que traditionnellement, avant, dans le monde d'avant, c'était quand même cette crainte de la violence, c'était plutôt quelque chose qui était propre aux gens qui étaient physiquement plus faibles, donc a priori plutôt les femmes, qui étaient musculairement plus faibles. Bon, alors aujourd'hui, on vit dans un monde un peu différent, puisqu'effectivement, l'examen de certaines données sociologiques récentes montre qu'on en est arrivé au point où dans le métro, si vous faites agresser, il vaut mieux qu'il y ait une femme à côté plutôt qu'un homme. Bon. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bon. Voilà, donc c'est le système a intérêt à ça. Évidemment, c'est assez simple à comprendre. Les dominants veulent des dominés faciles à dominer, donc des gens fragiles. Vous avez dans l'Exode, vous savez pourquoi Moïse est... La légende dit que Moïse doit sa survie au fait qu'il a échappé à un holocauste. Parce que le pharaon a dit il faut tuer les enfants des Hébreux s'ils ont les deux pierres, c'est-à-dire en fait si ce sont des mâles. Voilà, parce que le pharaon veut dominer, donc il craint a priori plus les mâles que les femelles. Bon, il a peut-être tort, hein, c'est comme ça qu'il réfléchit. Bon, les choses qui peuvent aider tout simplement à rendre un petit peu plus difficile le déploiement d'une stratégie de l'attention, c'est de retrouver un minimum de virilité. C'est-à-dire que là où le pouvoir se dit « Ah, j'ai peut-être commis une erreur », c'est que, bon, il libère un méchant terroriste d'extrême gauche, j'ai peur, qui va faire des attentats partout, et il met des flics partout. S'il a affaire à une population, entre guillemets, de femmelettes, qui va dire « Ah oui, merci monsieur le policier de me protéger », le pouvoir a tout gagné. Mais s'il a affaire à une population de mecs qui en ont et qui disent « Dites, puisqu'on est en danger, on va s'organiser, nous, pour se défendre », c'est dommage. Contrôle fiscal, bon d'accord. Mais après... Bon, c'est pas grave, il y a pire que ça hein, dans la vie. Bon. Là, c'est différent. Donc tout simplement, enfin, de façon très simple, moi je dis les choses de façon très simple, hein. Il s'agit simplement de retrouver une capacité à penser comme ça. À pas se penser systématiquement, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment dramatique, et c'est d'ailleurs, je pense, c'est encore plus fort en France qu'ailleurs, comme des individus qui n'ont plus de lien social avec les individus qui sont autour, et finalement dont le seul interface avec la construction sociale passe par l'État, par les institutions. Voilà. Alors là, non, la tradition, c'est tout simplement des moyens d'organiser les systèmes fédérateurs humains extérieurement au réseau structuré par l'État et par le pouvoir du capital. C'est ça en fait. Hein, je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien répondu. Voilà. Parce que tradition, ça m'attire un peu, parce que je suis des formations éoliennes. Alors important de voir qu'est-ce que ça signifie, tradition. Parce que, bon, il y a des traditions, c'est-à-dire on fait la crèche, on fait l'arbre de Noël, ça fait des traditions, mais ce n'est pas la tradition. Hein. La tradition, c'est quelque chose qui se différencie un petit peu des traditions et qui quand même les intègre ou qui sont intégrés par elles. En fait, l'important de la tradition, c'est les principes, pas les valeurs. Pourquoi ? Les valeurs,
explique comment on vit une tradition. Valeur, c'est quelque chose qui s'évalue. Donc c'est quelque chose qui peut changer. Nietzsche a dit qu'il faut créer de nouvelles tables de valeurs. Ce n'est pas antitraditionnel. Alors, par exemple, un des principes fondamentaux, c'est le courage et l'honneur. Ce sont deux principes fondamentaux. Au Japon, ça va presque souvent avec le suicide. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne suicide pas n'est pas ni courageux. Enfin, je veux dire, ça dépend où on le rencontre. Et alors, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que si c'est le principe, et si les valeurs peuvent changer, mais sans trahir les principes, donc s'adapter, c'est une chose. Si on va chercher de recopier quelque chose qui a déjà vécu, ça ne marche jamais. Là, pour moi, la tradition, on n'y arrive jamais en arrière. C'est-à-dire, c'est comme l'archétype, c'est comme la chose qui est en tête qui permet d'orienter. On y arrive, mais jamais en arrière. Et je fais un exemple historique dans lequel on démontre que l'essai de se raccrocher à la tradition, c'est-à-dire de rétablir, de restaurer, est forcément un échec. Alors, Napoléon, qui sort de la Révolution française, mais qui apporte en soi beaucoup d'autres choses, et qui va, d'une certaine manière, d'après moi, vers la tradition, il est combattu surtout par les traditionalistes qui veulent restaurer. Et quand il y a restauration, qu'est-ce que c'est la restauration? La dynastie des banques Rothschild. Donc, quand on va en arrière, on ne fait qu'accélérer son propre ennemi. En revanche, si on imagine la tradition en avant, mais il faut avoir bien clair les archétypes, parce que autrement, ça se fait par la carte. Parce que sinon, si ça se fait à la carte, la tradition peut dire qu'on peut être lâche de loyaux. En fait, actuellement, en France, c'est de plus en plus évident. Il y a une partie des grands corps de l'État qui sont en révolte latente contre le pouvoir central. Ça se voit. Honnêtement, je pense que si on a une chance en France d'enclencher un processus, alors qui sera peut-être pas révolutionnaire, mais qui sera un vrai processus de réforme et de changement, non, ça passe pas effectivement par les bonnets rouges. Ce qui peut changer les choses à un moment, c'est que, en quelque sorte, comme maintenant, les États-nations sont devenus un problème pour le déploiement des stratégies de la domination globale. C'est évident. Je veux dire, là maintenant, je pense que le démantèlement de l'Espagne est dans les tuyaux. À mon avis, celui de l'Italie viendra. Ça viendra. Mais aussi, il faudra à un moment démanteler la France. Le problème, c'est que la France, c'est très compliqué de la démanteler. Parce que la France et l'Italie ont plein de choses en commun, sauf la conception de l'État, par exemple. La France, c'est le pays de Richelieu. Et là, effectivement, il y a une tradition, d'ailleurs. Il y a une forme de tradition qui est pas très sympathique par certains aspects, mais qui a le mérite d'exister et d'être forte. Et peut-être que cette tradition-là va en quelque sorte servir de base à une forme de résistance. Et à mon avis, ça se joue autour du Front National, de ce qui va se passer en 2017. Si, après 2017, ça ne s'est pas organisé, à mon avis, là, c'est fini. On aura passé le cap. Je peux parler de quelques expériences que j'ai eues là-dessus. Je suis relativement d'accord. Simplement, il faut voir la chose d'un point de vue concret. Alors, j'ai remarqué que quand on dit des choses intelligentes, quand on a un projet intelligent, ça passe immédiatement. Simplement, ça sert à quoi? Non, ça sert beaucoup, hein. Je ne dis pas il ne faut pas le faire, mais ça sert à quoi? Ça n'avait pas un effet boule de neige. C'est-à-dire, ça permet à des gens intelligents qui ont des projets intelligents
admettons qu'ils ne soient pas nécessairement pourris, d'avoir des bons contacts et des bonnes relations, ce qui est fondamental, c'est la base. Mais pour le reste, évidemment, il faut des conditions qu'on n'a pas, parce que je veux dire, qu'on n'a pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les avoir. C'est-à-dire parce que si on se porte un témoin de Jéhovah, ou un guerrier de la nuit, ça n'est pas évident qu'il n'y aura pas tellement d'intérêt de la part de la plupart des gens intelligents. Si on fait des discours normaux, intelligents, alternormaux, comme on peut dire, je pense que les effets sont là. Simplement, après, il faut des rapports de force fondamentaux, parce que quand il n'y a pas de rapport de force fondamental, celle-ci ne permet pas cela. Parce qu'en fait, bon, il suffit de se rappeler les gens qui étaient en train d'applaudir Pétain et qui tout de suite après applaudissaient De Gaulle. Bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Mais ce n'est pas que parce que les gens sont neutres, lâches, fourbes, opportunistes. Il y a très souvent les gens qui essayent normalement, avec un esprit normal, de faire les meilleures choses possibles dans les conditions possibles. Donc, et chaque fois qu'il y a une, entre guillemets, révolution normale dans une société, que ce soit, peu importe laquelle, hein, de droite, de gauche, etc., on voit que la grande partie des gens qui participent vient d'ailleurs. Bonsoir, alors moi j'ai pas de boule de cristal mais j'ai un rétroviseur. En 1978, j'étais à une réunion à Metz, une conférence à Metz où les conférenciers nous expliquaient en gros ce que vous venez de nous dire. Ça va mal, on est au bout, ça va péter. Je pas dit ça. Non, Michel, ça va péter, on sort des chocs pétroliers, le chômage commence à exploser, le franc est attaqué de toutes parts, on commençait à parler d'un plan de restructuration qu'on ne savait pas être le plan Barre. Et donc, voilà, moi j'étais prêt, j'avais déjà sorti mon pistolet en plastique pour la révolution. Et puis, Barre a fait son plan Barre, Mitterrand est arrivé, on est parti avec quelques cohabitations pour 14 ans où on nous a dit, ça y est, ça va changer, il n'y a rien qui a changé. Après ces 14 années, on nous a dit, il y a une fracture sociale, on va résorber la fracture sociale, on a mis Chirac au pouvoir, ça a duré 12 ans, il n'y a rien qui a changé. Au bout de 12 ans, on nous a dit, là, il y a eu trop de laxisme, il faut cogner un peu, on a mis Sarkozy. Sarkozy est passé, il n'y a rien qui a changé. Alors on nous a dit, il a trop cogné, il faut mettre un mec un peu plus doux. Donc on a mis un mec un peu plus doux. Hollande, il n'y a rien qui change. En 2017, on mettra quelqu'un d'autre, il n'y aura rien qui changera. Par contre, il y a un truc qui change. Et c'est là où je voudrais interpeller Michel, c'est, prenons simplement 2002. En 2002, la dette était de 900 milliards d'euros. La dette publique était de 900 milliards d'euros. On a rendu, alors, tous les économistes nous disaient, moi je suis de formation économique, tous les économistes nous disaient, là on est arrivé au taquet du taquet. Sarkozy a rendu les clés 10 ans plus tard, après 5 ans de Chirac et 5 ans de Sarkozy, 1800 milliards. Alors là, on avait dépassé le taquet du taquet du taquet. Hollande est arrivé, il a fait en 14, 15, 16 mois, 100 milliards de plus. Alors là, on repousse le taquet. Et quand on regarde aux États-Unis, on repousse le taquet. Donc, démantèlement, le régionalisme, démantèlement de l'Espagne, démantèlement de l'Italie, on en parle, Piémont, sud de l'Italie, la Catalogne, le reste de l'Espagne, la Flandre et la Wallonie. Donc on parle de tout ça, mais il y a un truc qui avance, quels que soient les spreads, ça continue à avancer. Moi je pense que si j'étais un vrai capitaliste qui prête à la France, l'agence France Trésor a emprunté la semaine dernière de l'argent qui sera remboursé jusqu'en 2064. 2064. Donc ils ont quand même une vision, la révolution elle ne va pas arriver demain. D'ailleurs on n'a qu'à la démarrer ce soir, on est 150, 200, on n'a qu'à la démarrer. On va la démarrer Plastane, c'est un beau symbole. Ben, dès qu'on va voir arriver une camionnette qui va tirer 2 coups en l'air, les gens, les 4/5e, partis direction de McDo ou les derniers magasins où il y a encore quelques seuls. Donc, je crois qu'il y a un discours dans lequel on se fait, et je me fais plaisir, il y a un discours dans lequel on se fait plaisir de remise en cause du système, d'analyse du système, Bilderberg, et puis la trilatérale, et puis machin, puis truc, et puis ça avance doucement, doucement, doucement. Aux États-Unis, fin juillet, oh là là, comment on va faire pour payer les fonctionnaires et les pensions au mois d'août? C'est pas grave, je te sors de 1000 milliards de dollars, et puis voilà, c'est payé. Tout le monde attendait une révolution aux États-Unis, il n'y a pas de révolution. Et
comme on travaille sur de l'argent, c'est là-dessus que je voudrais vous interpeller, comme on travaille sur de l'argent, entre guillemets, virtuel, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être à 700 000 milliards de dollars de produits financiers dans le monde et pas 1 million de milliards demain, puis 1 milliard de milliards dans 50 ans? On s'en fout. Bon, alors d'abord, il ne faut pas perdre de vue que un système, enfin un phénomène, si vous voulez, peut se reproduire un certain nombre de fois, jusqu'au point où on pense qu'il n'a pas de limite, et puis il a quand même une limite. Bon. C'est-à-dire que les choses continuent jusqu'au moment où elles ne continuent plus. Bon. Là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est arrivé au point, effectivement, où paradoxalement le système est protégé par son absurdité. C'est-à-dire que je pense que vous serez d'accord avec moi pour constater que les dettes qui sont émises, là, ne seront jamais remboursées. Enfin, c'est évident. Il suffit de regarder les ordres de grandeur entre les niveaux d'endettement cumulés, tous acteurs économiques non financiers, et les PIB et les perspectives de croissance. On voit très bien que ça ne sera jamais remboursé. Bon. Pourquoi ça continue à tenir? Essentiellement parce qu'au fur et à mesure qu'on s'endette, on fabrique de l'argent, en quelque sorte ex nihilo, d'une certaine façon, par différents mécanismes qui sont très complexes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on est en zone euro, hors zone euro, aux États-Unis. Enfin, finalement, ces différents mécanismes aboutissent à la même chose. La question, c'est de savoir à quel moment on ne pourra plus continuer comme ça à faire semblant, en quelque sorte, d'emprunter en disant qu'un jour on va rembourser. À quel moment on va être obligé de dire, non, écoutez, on ne remboursera pas. Bon. Alors, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi je ne pouvais pas répondre à la question de tout à l'heure, c'est que ça dépend d'une prise de décision. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'en théorie, si on entre dans les logiques, on va dire, auxquelles sont arrivées finalement les équations de Milton Friedman, on peut effectivement fabriquer de l'argent indéfiniment, mais en même temps, il y a un moment où ça heurte le sens commun. Si vous voulez, là je ne peux pas répondre oralement de façon technique et détaillée, c'est quasiment impossible, vous le comprendrez très bien. Mais il faut voir que cette finance délirante, elle renvoie implicitement aux logiques qui ont conditionné les raisonnements de Friedman, les logiques de l'objectivisme. Ce qui est vrai est défini par le consensus des acteurs. Bon. Il y a un moment, à mon avis, où le sens commun dit qu'on va toucher à la limite de ce mode de raisonnement. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que même si tous les acteurs du marché, les marchés financiers sont d'accord pour faire semblant de croire que la dette sera remboursée, elle ne peut pas l'être quand même. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous pour constater qu'il est assez stupéfiant de voir combien de temps ils arrivent à prolonger la chose. Parce qu'aujourd'hui, objectivement, tout le monde sait que le débat, c'est pas du tout le sketch absolument ridicule qu'on nous a joué aux États-Unis sur comment on va payer les fonctionnaires, etc. Le débat, c'est de toute façon que penser d'une économie où il faut injecter 10 $ pour avoir $1 de croissance? Que penser d'une économie où lorsque l'économie réelle en quelque sorte se porte mieux, les bourses baissent parce que les boursiers anticipent une baisse des injections de liquidités par les banques centrales? Oui, on marche sur la tête là. Enfin, le sens commun est révolté, si vous voulez, par les résultats concrets. Mais effectivement, ça marche
Parce qu'il y a un consensus des acteurs qui crée une réalité parallèle, en fait. Bon. Alors, moi, mon opinion, c'est que le moment où le sens commun va se venger, c'est-à-dire le moment où la logique absurde, d'une certaine façon, induite par l'objectivisme, va se heurter à la réalité, c'est à l'échelle géostratégique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le dollar apparaissant de plus en plus comme un truc finalement sans sous-jacent, il va être supplanté par un autre étalon monétaire. Et il n'y aura peut-être pas de défaut américain au sens classique du terme. Simplement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, à moins que d'ici là, le monde atlantique ait réussi à verrouiller la situation en quelque sorte sur le plan militaire en réalité, parce qu'on voit bien que c'est de ça qu'il s'agit en dernière analyse, eh bien à un moment il va y avoir un basculement vers le yuan comme monnaie de réserve, peut-être vers l'or, vers un panel de matières premières. Bref, à partir de ce moment-là, le dollar ne vaudra plus que ce qu'il vaut intrinsèquement, et l'illusion objectiviste va se dissiper. Bon. Quand est-ce que ça arrivera, je ne sais pas, mais ça finira par arriver. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de système dissipatif. À un moment, je ne sais pas quand, forcément on va y arriver, quoi. C'est là où j'ai un doute, parce que on est pris entre deux discours, un discours régionaliste que vous avez souligné tout à l'heure, et puis la réalité des faits. Tout le mois de janvier, on a avancé sur le dossier à Bruxelles, on a avancé sur le dossier du grand marché transatlantique. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se faire enfumer avec un truc qu'on nous fait croire, alors que le train continue à avancer, puis qu'on va réunir les deux plus grosses zones monétaires optimales du monde, à savoir l'Union européenne et le dollar américain. Et là, après, les Chinois, ils peuvent toujours, avec leur yuan, attendre encore peut-être 30, 40, 50 ans ou 3 siècles. Bah, c'est l'objectif. Hein. Mais vous avez très bien résumé la chose. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et c'est d'ailleurs précisément, à mon avis, la raison pour laquelle en France, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que, en fait, au-delà des portiques écotaxes qui brûlent, si jamais on venait à déstabiliser ce système-là, ce qu'on met en cause, c'est effectivement des gens qui gèrent ce genre d'enjeu. Et je suis d'accord avec vous, c'est là que ça se joue. Bon, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire que mon opinion personnelle, mais peut-être je me trompe, hein, je reconnais, c'est plus du domaine de l'intuition qu'autre chose. C'est que si vous voulez, quand on regarde la planète aujourd'hui, quand on essaye de la regarder vue de Sirius, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monde atlantique où il y a à peu près 800 millions de personnes, en comptant l'Allemagne dedans, ce qui déjà, bon, on ne sait pas trop. Et ce monde de 800 millions de personnes vieillissantes, sous-productives, dont les capacités d'innovation restent probablement les meilleures du monde, mais perdent petit à petit de leur prédominance, devraient pouvoir continuer comme ça indéfiniment à faire fonctionner un système financier qui n'a ni queue ni tête. Bah, moi j'y crois pas. Mais je suis d'accord, c'est ce qu'ils veulent. Et l'alliance, ces histoires de marché atlantique, etc., c'est pour essayer de verrouiller un pôle là qui peut en quelque sorte s'imposer en face de tout pôle rival potentiel. Mais moi je pense que même s'ils arrivent à faire leur marché transatlantique, de toute façon, en dernière analyse, à mon avis, la réalité du pouvoir aujourd'hui, on l'a vu en Syrie, c'est de plus en plus net, elle est militaire, donc économique et technologique, de gérer l'économie réelle et de la technologie réelle, et sauf surprise, non, c'est fini, la prédominance occidentale est finie. Voilà. À un moment, on va le constater. Moi, c'est ce que je crois. Peut-être je me trompe, hein. Non, mais s'il y a une troisième guerre mondiale, chose que j'espère, mais je ne crois pas, il y a une possibilité de ne pas avoir un gouvernement mondial. Non, je ne sais pas si il faut faire disparaître l'euro, le dollar, etc. Je dis, alors je reviens à la question qui avait été posée là, auparavant. Je ne suis pas aussi optimiste par rapport à l'abandon américain, dans le sens où il ne faut pas oublier, parce que là, quand nous avons la tendance toujours à séparer les domaines.
Et quand on les sépare, on discute sur un domaine. Mais on oublie les autres. Donc il ne faut pas oublier qu'on parle de la première puissance atomique, la première puissance militaire, la première puissance médiatique et la première puissance spatiale du monde. Bon. Et qu'on parle d'un pays qui est vraiment WASP, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Power, mais qui est un pays qui s'est fondé sur le génocide et sur l'esclavage, et qui n'a aucun problème à changer la face de sa population. Alors, je ne suis pas convaincu que les Américains lâcheront, ni qu'ils ont vraiment peur des Chinois, sauf si ceux qui détiennent le pouvoir à Wall Street décident d'eux-mêmes que c'est plus intéressant pour d'autres raisons de le transférer, je ne sais pas, à Dubaï ou ailleurs. Mais autrement, je le vois vraiment un seul et pour longtemps. Malgré tous les éléments objectifs qui ont été évoqués et qui sont réels, mais desquels, d'après moi, ils peuvent s'en foutre largement. Et une autre chose qui est importante à dire, c'est que alors, la seule chose sur laquelle les Américains peuvent se tromper, c'est parce qu'ils traitent avec les Chinois comme ils ont traité avec les Européens et avec les Russes. Mais la mentalité chinoise est insaisissable, même peut-être par un Chinois. Donc c'est la seule chose sur laquelle ils peuvent faire, d'après moi, fausse route. Autrement, je pense que c'est mathématique, ils sont en train de changer le rapport, ils sont en train de recréer une nouvelle Yalta avec Pékin plutôt qu'avec Moscou. Ça, c'est leur idée. Et en fait, le fait que leur économie soit liée à l'économie chinoise, c'est pareil comme l'économie soviétique était liée à l'économie américaine. Très souvent, les choses vont avec. Et une dernière chose à ce sujet-là, il ne faut pas oublier, et ça c'est important parce que personne n'a pris en calcul ça, il ne faut pas oublier que quand Strauss-Kahn était président du FMI, il allait proposer l'introduction de l'euro au même niveau du dollar, chose qui avait déjà créé pas mal de problèmes aux Américains, parce que quand l'Irak, l'Argentine et l'Arabie Saoudite et la Libye avaient demandé de faire l'échange international en euros, on a vu le résultat. Et bon, vous avez vu ce qui s'est passé en 3 secondes par Strauss-Kahn. Et autre chose qui n'était pas prise en compte, c'est que Strauss-Kahn est devenu l'homme symbole par Poutine sur la relance du gazoduc South Stream. Donc, le problème là-dedans, à l'intérieur du système, qui a été bien saisi par les Américains et bien saisi par les Russes, personne, je vois, que l'a saisi. Parce que nous vivons d'une façon, pour moi, un petit peu distraite, donc chaque personne, chaque chose, on la voit que dans un élément et on ne la voit pas dans son ensemble. Oui, bonsoir. Au niveau du timing, il y a quelque chose en tout cas qui me semble important à regarder, c'est les considérations énergétiques, puisque au premier ordre, le PIB n'est pas uniquement de l'énergie primaire qui est produite. On sait qu'en 2007, 2008, 2009, il y a eu le pic du conventionnel, et je lisais dernièrement sur un rapport de l'Agence internationale pour l'énergie que le pic au niveau du pétrole non conventionnel, du pétrole de schiste, devrait normalement se produire aux États-Unis en 2016-2020. Il y a des rapports géostratégiques, notamment allemands, qui décrivent la conséquence que ça pourrait avoir. Et je voulais savoir qu'est-ce que la question énergétique pourrait avoir comme conséquence au niveau des tensions, aussi bien nationales, que ce soit l'Italie ou la France, et au niveau international. Oui, alors là, moi, si vous permettez, je vais profiter de votre question pour rebondir sur les trucs que j'ai dit avant, pour essayer de bien me faire comprendre. Par rapport à ce que disait monsieur sur la possibilité de maintenir en quelque sorte indéfiniment les illusions fondatrices du pseudo-système financier actuel, on peut même plus appeler ça un système financier d'ailleurs. Pour moi, ce que je dis là est plus de l'ordre de l'intuition qu'autre chose. Il y a une capacité extraordinaire de ce système à recycler ses dysfonctionnements qui fait que
même si forcément on va constater à un certain moment un écroulement, ou en tout cas un écroulement partiel du dollar, et probablement d'ailleurs aussi de l'euro, en fait des monnaies occidentales d'une façon générale, ça n'entraînera pas d'écroulement complet du système économique de ces pays, ça n'entraînera pas d'écroulement complet en particulier du pouvoir économique dans ces pays. Parce que tout simplement, il y a une chose dont il faut bien se souvenir, quand vous êtes, vous, en faillite personnelle, on prend vos meubles, quand la banque est en faillite, elle aussi, eh ben on prend vos meubles aussi. Voilà, hein. Bon, donc de toute façon, ça marche comme ça, effectivement, mais là vous mettez le doigt sur ce qui peut faire vraiment s'écrouler le système en fin de compte. C'est-à-dire que moi je crois que tant qu'ils sont capables à peu près de maintenir les cycles productifs, les gens qui dirigent ce système arriveront toujours à stabiliser la structure de pouvoir, mais il est possible que ces cycles productifs ne puissent plus être maintenus. C'est pour ça que je pense que quand on réfléchit aux échéances pour lesquelles il faut se préparer, pour lesquelles effectivement, pour prendre une référence qui va certainement plaire à Gabriele et à Dinolfi, il faudra qu'il y ait des hommes au milieu des ruines, il faut se projeter plutôt vers 2030-2040. Parce que en fait, c'est à peu près vers ces dates-là qu'on devrait passer le cap au-delà duquel, sauf percée technologique décisive d'ici là, changement de paradigme technologique si vous voulez, on va vraiment tout buter sur les limites matérielles du système, et ensuite il va commencer à entrer en rétractation très très vite. C'est là où Madame a raison, il y aura une guerre mondiale. Et là, effectivement, Madame peut avoir raison, les problèmes peuvent se régler de façon extrêmement brutale et rapide. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le plan énergétique ? Bon, d'abord, il y a une première chose qu'il faut rappeler, on en est qu'on passe notre temps à se faire enfumer. Le système médiatique charrie énormément de bobards qui sont lancés par tel ou tel groupe de pression, telle ou telle société qui a intérêt à un moment donné à faire croire quelque chose ou autre chose. Donc déjà on en est qu'on a du mal à savoir où on en est. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est claire, c'est qu'il y avait un certain nombre d'espoirs qui étaient placés sur certaines énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Les Allemands avaient beaucoup joué là-dessus. Apparemment, ça se passe très mal. Il y a plusieurs faillites en Allemagne qui font assez mal. Donc c'est pas bon signe. Ensuite, on en est que au niveau du gaz de schiste, on commence à y voir un peu plus clair d'après ce que j'ai compris, mais là je dois dire, malheureusement il faudrait des ingénieurs, si vous voulez, ayant toutes les informations disponibles pour interpréter. En fait, l'impression que ça donne, c'est à peu près 10-15 ans de survie de l'économie fondée sur les hydrocarbures liquides. 10-15 ans. C'est-à-dire qu'au lieu d'une crise des combustibles liquides éclatant dans le courant de la décennie 2010, elle va éclater dans le courant de la décennie 2020, par rapport à ce qu'on pensait il y a quelques années. Bon. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de percées technologiques décisives par ailleurs. Moi, j'ai pas de raison de changer de point de vue. 2030-2040 à peu près. Pour le moment, sur la base des informations qu'on a, c'est à peu près vers ce moment-là que, effectivement, pour des raisons matérielles en quelque sorte, on change complètement de logique. Voilà. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Français ? Bon, d'abord, ça veut dire que manifestement, on a eu une politique étrangère qui a été décidée quelque part entre le siège de Total scrutant attentivement les réserves de gaz naturel du Qatar
et un courageux petit État proche-oriental que je ne nommerai pas et qui poursuivait des intérêts qui lui sont propres par ailleurs. Pardon ? L'Islande, bien sûr, oui, c'est ça. Je ne sais pas si on a fait les bons choix, les bons calculs. Moi, ça me paraît surréaliste que la France, dans l'état où elle est, soit engagée dans une politique qui la met potentiellement en frontale contre la Russie et la Chine. Il y a un côté comique presque. Voilà. Donc, pour nous, Français, on a réussi à voler le pétrole des Libyens. On est content. Des Italiens, hein? des Italiens, tu veux dire. Et qu'il avait, oui, parce qu'au départ c'était celui des Libyens, avant que les Italiens le volent aux Libyens. Je crois d'ailleurs c'est une chose qu'on peut dire aux gens qui se lamentent sur le comportement épouvantable de la France en Afrique. Parce que vous avez plein de gens qui disent oui, c'est dégueulasse ce qu'on a fait en Libye, c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est infâme. Donc moi j'ai une proposition, maintenant on rend le pétrole. Bon. Les Italiens le prendront, mais oui. Bon, non, mais voilà, bon. Pardon ? Pas avec ces gouvernements. Ah bah là pour l'instant effectivement. Bon. Voilà, non mais je peux pas dire grand chose de plus que ce que tout le monde sait parce que j'ai pas accès tout simplement aux dossiers confidentiels en fonction desquels on pourrait éventuellement avoir des informations supplémentaires. Quant à la stratégie d'attention et l'énergie, c'est évident que au moins les 95% des raisons qui ont permis de créer sa génération en Italie sont liées à la différentes politiques énergétiques. Même la différence, c'est flagrant la différence entre le gouvernement Berlusconi et les gouvernements qui sont venus après, avec tout ce qui s'est passé par rapport à la Russie, par rapport au Kazakhstan, par rapport à la Méditerranée. Donc évidemment l'énergie a une valeur fondamentale. Et il ne faut pas oublier quand même une autre chose de laquelle on parle très peu, c'est qu'en 1998-99, le futur vice-président américain, Cheney, a signé, je ne pense pas qu'il l'a écrit, un rapport dans lequel il disait grosso modo nous allons vers l'épuisement du puits de pétrole, donc notre stratégie politique doit être d'imposer les contrôles militaires américains sur le puits de pétrole, surtout sur les puits de pétrole desquels se fournissent nos alliés qui devront passer par nous, et de faire monter les puits de pétrole pour permettre de rendre concurrentiel et la recherche maritime du pétrole et nos puits en profondité. Ce qui a été fait depuis l'écroulement des tours en Amérique, ce qui a été fait, ce qui continue de se faire jour par jour. Le résultat est quand même, si on regarde la question justement de la production énergétique, les Américains aujourd'hui ont gagné beaucoup. Déjà à niveau de shale gas ou gaz de schiste, ils soutiennent que dans 8 ans, nous 9 ans, seront le principal producteur énergétique du monde. En revanche, si on considère les Russes, ils ont de plus en plus de problèmes. Non seulement, apparemment, leur gaz de schiste, c'est très difficile, c'est très cher et très difficile logistiquement à produire, mais ils ont quand même pas mal de problèmes avec leurs puits qui se trouvent dans des endroits très particuliers, très dispersés, etc. Donc, même là-dessus, je trouve que tout le monde pense que les Américains sont en train de s'écrouler, les bouffons en Irak, en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de ce qu'ils avaient annoncé. Mais ils ont tout fait de ce qu'ils voulaient faire, qu'ils devaient faire. Donc je trouve que les États-Unis sont très forts aujourd'hui. Au niveau du Front National, je ne sais pas si on va dire c'est un cheval de Troie de la Russie en France. Je ne sais pas s'il faut formuler les choses comme ça. Simplement, on peut constater que je crois Émeric Chauprade a été investi tête de liste du FN, sauf erreur de ma part. Je crois que c'est en Île-de-France, c'est ça? Bon, Marine Le Pen est allée à Moscou, elle a été reçue, je crois que c'est par le président de la Douma. Je ne sais pas si c'est un cheval de Troie, simplement je crois qu'à la différence du Front National de Jean-Marie Le Pen, qui était surtout un parti de témoignage,
apparemment, quand même, le parti de Marine Le Pen, en tout cas, donne l'impression de vouloir être un parti qui va chercher vraiment le pouvoir. Et donc, ils savent très bien que ça passe par des soutiens étrangers. Ils ont analysé le pouvoir français actuellement, probablement, comme étant une antenne des réseaux atlantistes, ce qui l'est probablement pour l'essentiel, même si c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et donc ils se sont dit, on va essayer de jouer la carte de l'alternative stratégique. En plus, il y a des raisons de proximité en quelque sorte idéologique, c'est-à-dire que le pouvoir poutinien est très mal analysé à mon avis en France. Il ne faut pas oublier que finalement, si le populisme est l'héritier de ce que représentait en pratique le communisme tel qu'il a été, non pas tel qu'il a été pensé par les réseaux dominants, mais tel qu'il a été souhaité parfois par les peuples, à ce moment-là, effectivement, le Front National ici est un peu l'héritier de ce qu'a été le PCF d'un certain point de vue. Et donc, oui, ça peut, on peut voir les choses comme ça. Bon. Mais je ne sais pas si ça fait d'eux le cheval de Troie russe. Ça fait simplement un parti politique qui cherche des liens à l'étranger, comme tous les partis politiques. Puisqu'en fait, quand on regarde objectivement les rapports de force, on se rend compte que c'est toujours un peu la politique extérieure qui surdétermine la politique intérieure. Donc, ensuite, est-ce que c'est une solution si vous voulez, moi j'aurais tendance à dire la chose suivante. Je ne crois pas que si Marine Le Pen est élue, ça va remplir les puits de pétrole conventionnels. Ça ne changera rien. Et je ne pense pas que ça va rendre possible le remboursement des je ne sais même plus combien de milliers de milliards de dollars de monnaie fictive imprimée dans la joie et la bonne humeur, fabriquée dans la joie et la bonne humeur par les Américains ces dernières années. Donc non, l'élection du Front National en France, c'est pas une solution aux problèmes globaux, évidemment. Par contre, ça aurait quand même un grand avantage, c'est que nous, Français, nous serions gouvernés probablement par des gens qui auraient tendance quand même à prioriser, ou en tout cas à prendre en compte nos intérêts. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc, non, c'est pas une solution globale, mais c'est beaucoup mieux, certainement, pour nous, tout simplement, que la situation actuelle. C'est ce que je pense. Après, encore une fois, il faut se méfier. Gabriele Adinolfi pourrait nous raconter, je pense, comment les organisations politiques italiennes ont été extrêmement plastiques finalement dans les années 60, 70, 80. Comment, on peut très bien aussi infiltrer un parti pour fabriquer une fausse alternance. Voilà. Bon, tout est possible. Enfin, à ce stade et sur la base de ce qu'on voit, je pense que ça serait beaucoup mieux. Par contre, je vais vous donner mon pronostic. Honnêtement, je regarde le Front National de Marine Le Pen avec énormément de sympathie. Pratiquement, je suis d'accord presque avec tout ce qu'ils disent, ce qui est rare quand même. Mais je pense qu'ils ont très peu de chances de réussir. Parce qu'ils sont engagés dans une démarche qui est en gros la restauration de l'État-nation français. Et je pense que cette restauration ne sera pas acceptée du point de vue des gens qui décident, en fait, dans une certaine mesure, en tout cas, de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Je ne vois pas qui aujourd'hui dans le monde souhaitera vraiment cette restauration. Les Russes voudront certainement jouer sur la perspective de cette restauration pour embêter les Anglo-Saxons, parce que finalement la France est un peu aux États-Unis ce que l'Ukraine est à la Russie, presque, d'une certaine façon, sur le plan géostratégique. De là à dire qu'ils vont s'engager là-dedans, vraiment, c'est à voir. Et puis là, en ce moment, quel est l'intérêt objectif des classes dirigeantes? Quel est l'intérêt objectif des différentes bourgeoisies? Est-ce que c'est de restaurer des États-nations? Ou est-ce que c'est de les utiliser comme des structures de défaisance ultime en matière financière? Je vous laisse répondre à la question. Donc, beaucoup de sympathie par rapport à ce que fait le FN, mais à mon avis, s'ils réussissent, c'est prodigieux. Voilà. Alors, après, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi je pense que
ce qu'il faut... Enfin, bon, d'abord, je vais être honnête, je vais être franc. Moi, personnellement, la majorité, je m'en fous. La majorité des gens, je m'en fous. Il faut être clair. Je sais que c'est pas très, très gentil de dire ça, mais j'estime que ce qui va leur arriver, globalement, ils l'ont bien cherché. J'ai lu sur des forums des mecs qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un président comme Hollande ?» J'avais envie de dire « Mais vous l'avez élu, hein. » Bon. Donc déjà, il faut être clair. Bon, je leur veux pas de mal à tous ces gens-là. Simplement, bon, moi, ce que je souhaite personnellement, c'est que les gens qui justement n'ont pas élu François Hollande commencent à prendre conscience que peut-être ils sont différents des autres, qu'ils ne sont pas obligés de subir le même destin que les autres, et qui s'organisent entre eux pour s'en sortir. Voilà. Moi, j'ai deux promesses à faire. La première est que si j'utilise la tête, l'intellect, c'est pour une question de force majeure. Je préfère beaucoup plus aller coller des affiches, si possible, avec bagarre, que parler dans une conférence. Donc je n'ai pas du tout le sentiment snob par rapport d'un parti politique. Et si j'étais français, je voterais Front National, malgré les faits que je ne suis pas du tout d'accord sur sa rhétorique anti-européenne, et je suis très européiste. Malgré ça, je voterais quand même pour la dynamique en soi. Ceci dit, la question n'est pas s'il faut ou ne faut pas voter le Front National, et s'il faut ou pas espérer quelque chose dans le Front National. La question, c'est qu'il faut essayer de ne pas voir les choses simplement au niveau d'image et des bribes. Si l'idée, c'est une alternative à un système, l'alternative à un système, c'est soit elle est anarchiste, donc bordélique, etc., et d'une certaine manière utopiste, soit c'est une autre vision systématique. Alors une autre vision systématique ne peut pas se fonder que sur un parti, pour commencer, et encore, il faut que le parti ait des cadres soudés, formés dans la moule, qu'il ait des structures très fortes, qu'il ait une forte économie, qu'il crée des élites, qu'il a une force culturelle, qu'il a sa propre idéologie et pas un bric-à-brac, et qu'il a une prise publique. Alors, on est bien loin de là. Ce n'est pas la faute au Front National, c'est la faute à beaucoup de choses. Mais sans l'ensemble de tout ceci, on marche par bribes. Alors, je répète, je ne suis pas ni snob ni blasé, je voterai Front National, j'aurais même à coller les affiches qui disent des choses sur lesquelles qui me révoltent, parce que par exemple, je pense que s'attaquer à l'Europe, c'est complètement stupide et autogénocidaire et sans aucun, malgré le fait que c'est très bien un niveau d'impact, parce que l'électorat qui est le target, comme on dit en anglais, ne demande que ça. Et moi, je préfère forcément, je préfère toujours avoir moins d'appui immédiat, mais aller dans le futur où je pense qu'il faut aller, plutôt que me battre de fait, parce que là, oui, les Russes, ils ne sont pas tellement contre l'Europe, attention, ils sont contre les Anglo-Américains. Donc, le discours anti-européen aujourd'hui, c'est un discours de la City, c'est un discours de Rothschild, et c'est un discours de Soros. Bon, ça porte bien, mais pour moi, il est complètement contraire. Cela dit, je traquerai quand même les affiches, parce que la dynamique, je pense qu'elle est positive. Non, je pense que la Casa-Pound a eu déjà le tort de devenir un mouvement national. Parce que c'est un truc qui, jusqu'au moment où il était ancré sur la Casa-Pound, très romain, et très lié dans une communauté très, très soudée, etc., il a réussi à avoir un rôle, même culturel, même symbolique, même de renouveau, etc., très important. Dès qu'il a commencé à devenir un mouvement, donc en essayant disons, de faire des clones qui n'étaient pas vraiment des clones, et là, je pense qu'elle marche déjà avec un autre pas. Je crois qu'il n'y a rien qui peut être exporté, que chacun doit trouver son propre modèle. Alors, si vous me dites, c'est la question, si on peut trouver en France des gens qui ont une mentalité communautaire, militante, etc., oui.